Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quotidienne de demi-finale, la deuxième demi-finale de cet Euro qui oppose l'Angleterre aux Pays-Bas. Alors nous, on enregistre le jour du match de l'équipe de France, donc on ne sait pas si on parle là d'un des futurs adversaires des Bleus en finale, mais évidemment, on l'espère. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à l'idée de voir le match dans un cadre des plus sympathiques, toujours bon de vous rappeler qu'on diffuse le match à la Cité Fertile. On organise d'ailleurs une conférence avant le match sur la décarbonation des stades. On sera avec Alan Lemoine, membre de The Shift Project, pour parler de tout ça dès 19h30 et on enchaînera avec le match tout en vous proposant de gagner des boissons, des bières et des revues de l'after, notre partenaire. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont comme d'habitude au nombre de deux. Tout d'abord, mon ami Flo, comment il va celui-là? Écoute, ça va pas trop mal avec ces demi-finales qui sont plus qu'alléchantes. Juste, je précise, on n'a pas le degré d'excitation ou de tristesse nécessaire puisqu'on enregistre Ouais. avant le France-Espagne. Donc, si vous nous trouvez soit un peu fade, soit un peu trop joyeux, Ouais, tout est c'est ce normal, que je tout est disais en contrôlé. intro, mais d'ailleurs, toi qui initialement n'es pas un fan du foot de sélection, j'imagine que cet Euro, il est pas forcément fait pour te réconcilier avec tout ça, non? Ah bah non, 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 moi j'ai l'impression de voir un sport différent que celui qu'on voit toute l'année. Donc, je reconnais juste les mêmes joueurs et encore, il y en a beaucoup que je reconnais même pas sur le terrain. Bon, et également aussi pour nous accompagner, ce bon vieux Zach, comment il va? Bah ouais, ça va aussi. Écoute, bien hypé par, les demi-finales, mais je partage un peu l'avis de Flo. Moi, j'avoue que j'ai fait plus de siestes cette année, devant l'Euro que devant le Tour de France, ce qui est très rare vu mon intérêt pour le vélo, tu vois? Donc, j'espère juste qu'on aura des demi-finales, on va dire un peu plus rythmées que les matchs d'avant parce que, le Angleterre-Suisse, par exemple, nous a fait très, très mal, hein. Dès la fin d'après-midi, c'était dur de tenir après. Et pourtant, tu parles de sieste devant le Tour de France, mais pourtant on vit un Tour de France des plus délicieux pour le moment et je pense que Flo pourra me Je confirmer. suis pas encore un passionné de Oh vélo que malheureusement, oui, c'est pour ça. oh que oui, oh que C'est peut-être oui. pour ça, du coup, que tu t'as de sieste devant l'Euro. Bon, allez, en tout cas, les gars, au programme aujourd'hui, 2 chroniques et on part tout de suite pour la première. 21h, Angleterre, Pays-Bas. Il est à peine 19h, les supporters approchent du Signal Iduna Park, lieu de cette deuxième demi-finale. L'ambiance promet d'être chaude car on parle là de pays dont les supporters font partie de ceux qui mettent le plus d'énergie à la tâche. Flo, tu vas nous parler supporters et plus particulièrement du hooliganisme néerlandais. Ouais, évidemment, un match, pour commencer, qui oppose deux nations au contingent de supporters nombreux outre-Rhin cette année, comme de classique pour ces deux pays dans l'intégralité des compétitions internationales qu'ils disputent. Des supporters qui se déplacent massivement et donc pas les plus simples à gérer en déplacement, bien que les Anglais soient désormais bien loin des hordes de hooligans qui déferlaient sur l'Europe au moindre déplacement des Three Lions ou de leur club de cœur. Mais une minorité qui parvient toujours à se déplacer, excitant au passage les hooligans des autres nations, attisés par le prestige d'accrocher le scalp des historiques britanniques, pères fondateurs du hooliganisme, comme ce fut évidemment le cas à l'Euro 2016, lorsque les Russes avaient semé la terreur dans les rues de Marseille. Les Russes ne sont pas les seuls, évidemment. Non, évidemment, d'autres nations ont repris le flambeau d'un hooliganisme déclinant en Europe occidentale, et notamment en Europe de l'Est, où l'éclatement du bloc communiste, le déclin sportif de ces clubs et la montée des extrêmes droites comme en Pologne, en Serbie ou en Hongrie a conduit à l'émergence d'un mouvement hooligan puissant, désormais dominateur sur le vieux continent. Ouais, on a bien compris que l'Europe de l'Est est donc devenue le cœur névralgique du hooliganisme européen, mais qu'en est-il un peu plus à l'ouest? Et ben, comme expliqué, le hooliganisme est largement en déclin dans le bastion historique anglais, mais aussi en France, en Allemagne ou en Espagne, malgré la résurgence, il est vrai, ces dernières années, d'actes de violence qui sont cependant davantage imputables à ces dérives de la mouvance ultra qu'à de vrais hooligans, un mouvement ultra évidemment inspiré du modèle de supporterisme italien, loin de la violence systémique de la culture des firmes hooligans et skinhead anglaises. Pourtant, il est un pays d'Europe occidentale où le hooliganisme perdure et sclérose le football. Ce pays, c'est donc les Pays-Bas. Exactement, le hooliganisme s'y est installé au milieu des années 70, particulièrement après la finale de la Coupe de l'UEFA 1974, où les hooligans de Tottenham, en déplacement, retournèrent le centre-ville de Rotterdam. Un événement qui infusa chez les supporters locaux et installa le hooliganisme du côté du Feyenoord, puis plus tard dans tout le pays, jusqu'à ne jamais réellement finalement disparaître jusqu'à aujourd'hui, laissant même ressurgir ces dernières années les actes de violence, alimentés par les groupes des trois plus grands clubs du pays, les Oostfront du PSV Eindhoven, les groupes VAC M et les AFCA de l'Ajax Amsterdam ainsi que les F-Side, et leurs grands ennemis du SCF qui suivent le Feyenoord Rotterdam.
Des ultras qui se retrouvent fort heureusement assez peu lors des rencontres de la sélection nationale, loin du souvenir des affrontements entre Allemands et Bataves lors de l'Euro 92 en Suède. Et typiquement, qu'est-ce qui fait, la particularité de ces hooligans hollandais? Bah, le mouvement ressemble davantage à ce qu'on peut retrouver dans les pays voisins, en Allemagne et en Belgique, que dans le sud de l'Europe, avec évidemment une orientation politique marquée très à droite, voire à l'extrême droite bien évidemment, et une forte consommation d'alcool mais aussi de drogue dure qui ne fait que renforcer la violence. Une violence qui est notamment ultra présente dans les confrontations entre 2 des principaux clubs hollandais. Ouais, entre Feyenoord et l'Ajax, bien évidemment, dans une opposition tout au sens sportif qu'identitaire, entre la culturelle et prospère Amsterdam et Rotterdam, ville portuaire rugueuse de classe moyenne. Une violence qui s'est accentuée depuis la fin des années 80, faisant basculer à la rivalité historique et sportive du pays, entre l'Ajax et le Feyenoord donc, dans un chaos régulier depuis la fin des années 80. En 97, la violence est au paroxysme et conduira au décès d'un supporter de l'équipe d'Amsterdam affilié au F-Side, l'un de ces groupes de hooligans majeurs donc, lors d'un fight organisé au bord de l'autoroute A10 qui sera renommée la bataille de Berverwick, alors que les deux équipes ne se rencontraient même pas ce jour-là. Les fans du Feyenoord se déplaçant ce jour-là en direction d'Alkmaar pour le match de leur club, qui aura lieu un petit peu plus tard. Un fight alors organisé sur l'autoroute, point névralgique sur le trajet des deux clubs, et qui donnera lieu à des scènes folles sur les voies rapides au milieu de voitures en feu et dont les acteurs auront été armés de battes de baseball, de barres de fer, de tasers, de marteaux et de couteaux. Un jour qui changera à jamais la face du football néerlandais. Ouais, car depuis, les classiqueurs sont régulièrement disputés sans supporters extérieurs et les rencontres sensibles d'Eredivisie ou de Coupe d'Europe sont bien plus encadrées par les forces de l'ordre. Ces dernières ayant même infiltré les groupes de hooligans en mettant en place des réseaux d'indiques et d'écoutes téléphoniques. Ouais, mais tu seras d'accord avec moi pour dire que les violences n'ont pas disparu non plus, ces dernières années? Non, bien au contraire, on a évidemment en tête l'agression de David Classen, le visage ensanglanté et le crâne ouvert par un gros briquet jeté des tribunes par un supporter du Feyenoord, ou l'agression de supporters anglais de West Ham par ceux de l'AZ Alkmaar l'an dernier en Conference League. Une recrudescence de violence sans commune mesure avec le reste de l'Europe de l'Ouest, comme en février 2023 à nouveau lorsqu'un supporter du PSV avait été interdit de stade pendant 40 ans pour avoir attaqué et frappé le gardien serbe de Séville, Marko Dmitrovic, en plein match, jusqu'à rappeler même les pires démons de la société hollandaise, comme lorsque 150 supporters avaient été interpellés après avoir scandé des slogans antisémites lors du match entre l'AZ Alkmaar et l'Ajax. Une situation de moins en moins contrôlée, et ce depuis la sortie du Covid notamment, qui a plongé les stades néerlandais dans l'anarchie la plus totale. Entre départ des vieux ténors qui contrôlaient des tribunes et la prise de contrôle de hooligans plus jeunes et plus virulents. Jusqu'à pousser le gouvernement à réagir pour tenter de contrer ce regain de violence, j'imagine? Ouais, à l'instar de Dylan Essilgoz, ministre de la Justice et de la Sécurité, qui, ironie du sort, a dit vouloir s'inspirer du modèle anglais dans la lutte contre le hooliganisme. Comme l'interdiction de l'alcool ou l'attribution des dans le stade ou l'attribution des places assises à l'avance, mais aussi sur le durcissement de son plan pénal, alors que le modèle britannique s'appuie sur le droit pour sévir, en plus des interdictions de stade de longue durée. Loin des Pays-Bas, où l'agresseur de Classen n'avait écopé que de 60 heures de travaux d'intérêt général, et celui de Dmitrovic de seulement 2 mois de prison ferme avec sursis. Eh bien, merci Flo pour cette belle chronique. On a parlé beaucoup, beaucoup de violence là. Je vais me tourner vers toi, Zach. Qu'est-ce que tu penses plus globalement, au-delà de ce hooliganisme néerlandais que vient d'évoquer Flo? Qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu de l'ambiance des stades lors de cet Euro? Écoute, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal avec des supporters qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme, la Roumanie ou le Danemark, sur qui j'avais fait une chronique, qui met bien l'ambiance et Sur là les Hooligans. Hooligans, ouais, bien vu Flo, tu retenu et là, je suis assez curieux de voir, ce qui va se passer pour ces Angleterre-Pays-Bas parce que j'ai vu que c'était quand même, 75 000, Néerlandais qui sont attendus sur place donc c'est vrai que ça fait beaucoup et c'est même s'il y a la proximité, c'est quand même fou de voir autant de gens se déplacer, alors qu'il y en aura à peine 10 000 dans le stade mais ça doit être assez impressionnant, je pense, quand tu es sur place, de voir autant de Néerlandais, quoi. Ah, c'est clair qu'on espère voir une belle fête en tout cas parce que oui, c'est comme tu le disais au début de ta chronique, Flo, on parle là de supporters, que ce soit les Anglais ou les Néerlandais, parmi ceux qui justement savent enflammer un stade. Ouais, non, je pense que ça va être, on le sait, c'est alors pas des diasporas, mais des contingents de supporters étrangers qui font toujours quasiment le plus gros déplacement, dès qu'il y a une grosse compétition internationale, que ce soit Euro ou Coupe du monde. Donc je pense que sur ce plan-là, on va pas être déçus. Je pense qu'on va beaucoup être plus déçus par ce qui va se passer sur le C'est sur vrai le que pour le rectangle moment, depuis le vert. début de cet Euro, les stades nous régalent plus que le terrain. Bon, les gars, allez, on est parti Ouais. pour la deuxième chronique. Du coup, Zach, comme on est en plein Euro, toi, logiquement, tu as décidé de me parler de Marcelo Bielsa.
Ouais, ouais, mais tu vas voir, le lien se fait rapidement entre les 2 parce qu'en plus, on a Flo qui parlait juste avant du fait qu'on était très déçus par le rectangle vert et je vais vite y arriver, tu vas voir. Vous êtes peut-être tombé dessus ce week-end, Bielsa a fait des déclarations après le match Brésil-Uruguay sur l'évolution du football. Pour lui, on ne va pas du tout dans le bon sens et moi, ces paroles, elles m'ont vraiment marqué car il a parfaitement exprimé ce que je ressens depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors oui, on l'a vu, passer effectivement sa déclaration, mais est-ce que tu peux nous raconter, ce qu'a dit, notre cher, Marcelo Bielsa? Eh bah, il a un peu tiré la sonnette d'alarme. Je vais citer une de ses phrases en particulier. Je suis certain que le football est dans un processus de déclin, c'est-à-dire que de plus en plus de gens regardent le football, mais qu'il devient de moins en moins attrayant parce que ce qui a fait de ce jeu le premier jeu au monde n'est pas privilégié. Il y reviendra plus tard, mais en fait, ce qu'il veut dire là, c'est que ce qui a fait la notoriété du ballon rond, c'est la notion de plaisir. À l'origine, les gens regardent du foot pour vivre des émotions, et comme Bielsa, je trouve qu'on en vit, mais alors beaucoup moins. Et toi, Zach, c'est quoi les raisons pour toi de tout ça? Il y en a plein, hein, mais le ressenti que j'ai depuis un moment, c'est que, à l'image de la société qui est toujours plus libérale, le football s'industrialise. D'abord au niveau du jeu, dès qu'un de ses acteurs amène quelque chose de novateur, ça va être poussé à son paroxysme et surtout repris partout ailleurs. J'ai 2 exemples précis qui me viennent. D'abord celui de Pep Guardiola et son football de position. Ce que le Catalan a mis en place est génial, hein. Un quadrillage parfait du terrain, des systèmes amovibles en fonction de la phase de jeu et tout ça mené par des joueurs de qualité. Mais sans être fan, moi, je regarde pas mal de matchs de Manchester City et je suis toujours un peu tiraillé. Soit je trouve ça génial car l'intensité et la qualité peuvent atteindre le très, très haut niveau, mais bizarrement pendant pas mal de matchs en fait, je m'emmerde. Parfois, les matchs de City se résument juste à des passes latérales pour contourner le bloc adverse et surtout, aucun risque n'est pris tant que la faille n'est pas trouvée. Tu sais, tu prêches un convaincu là. Moi, j'ai toujours été plus fan du foot de Klopp que de celui de Guardiola. Mais bon, tu m'as l'air bien tendu pour t'attaquer si facilement à un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Ouais, ouais, mais bon, mon but, c'est pas de critiquer un précurseur comme Guardiola. J'ai juste l'impression que même lui, parfois, a du mal avec sa propre création. Alors que dire de ceux qui l'ont reprise? L'impact du catalan est tel que le football de position s'est introduit dans tous les championnats. Je repense à 2022 par exemple quand il avait commencé à mettre Rico Lewis ou John Stones au milieu en face offensive pour faire un 3-2-5. Eh bien derrière, ça a été repris en seulement quelques semaines, que ce soit à Arsenal avec Zinchenko ou au PSG avec Hakimi. Ce qui me pose problème, moi, dans le football moderne, c'est que maintenant tout doit passer par le système. Et attention, ce système, il doit être respecté à la lettre. Eh bien, conséquence de tout ça, les joueurs deviennent des robots. À City, l'exemple le plus parlant est celui de Jack Grealish, devenu incapable de faire un seul dribble. Et parfois, moi, j'ai cette sensation aussi avec un joueur comme Bernardo Silva, dont je suis fan, mais qui des fois se contente de jouer simple alors qu'il est capable de faire beaucoup plus. Et ça, Bielsa en parle dans son intervention. Il dit, je cite à nouveau, au fur et à mesure que le temps passe, de moins en moins de footballeurs valent la peine d'être vus et le jeu produit est de moins en moins agréable. C'est vrai qu'on voit de moins en moins émerger des bons dribbleurs au niveau, mais beaucoup plus de joueurs plus complets. Bah, jusqu'à maintenant, les meilleurs de ce sport ont souvent été les plus créatifs. Mais à présent, j'ai l'impression qu'on a une standardisation des joueurs et ça, moi, je trouve ça terrible. Les clubs recrutent désormais des joueurs pour leur capacité à s'intégrer au système et plus vraiment pour leur capacité individuelle. Et d'ailleurs, ça se ressent sur la formation, où ils ne cherchent plus vraiment à former des joueurs uniques, mais plutôt des profils qui répondent aux besoins du marché. Je prends l'exemple du Brésil, où les joueurs sont formés pour être vendus à bon prix en Europe, et à l'image d'un Hendrick ou d'un Vitor Roque, ils partent de plus en plus tôt. Du coup, ça s'inscrit dans ce processus d'industrialisation du foot, où les joueurs deviennent tout simplement des produits. Et je parlais d'un autre exemple, je vais en prendre un nouveau cette fois qui est plus en phase avec l'Euro, c'est celui de Didier Deschamps. Si Guardiola a influencé le football de club, on peut se demander si Deschamps n'a pas influencé le football de sélection. En effet, il n'est peut-être pas étranger au fait que les grosses nations européennes pratiquent un football ultra défensif. Moi, à cet Euro, je ne comprends pas comment les 3 meilleurs effectifs du tournoi, que ce soit la France, l'Angleterre et le Portugal, peuvent jouer de cette façon. Alors OK, nous, on arrive à gagner avec cette formule, mais avec le talent présent, on est forcément frustré. Et les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me pose sincèrement la question de plus en plus, est-ce que le résultat prendrait pas trop de place par rapport au contenu? Peu de gens vont peut-être partager mon avis, mais moi, je préfère avoir une équipe éliminée en quart qui m'aura fait vibrer qu'une équipe qui gagne une compétition en ne proposant rien du tout. Et cette année, j'ai l'impression que c'est le cas avec cette équipe de France. Si on gagne l'Euro, c'est génial, hein, l'euphorie sera présente et même moi, je serais super heureux. Mais sur le long terme, je me pose vraiment la question,
Est-ce qu'on retiendra vraiment cet Euro 2024 qui nous a ennuyés du début à la fin? Ah, c'est marrant ce que tu dis là, Zach, parce que c'est exactement le débat qu'on avait hier avec Tom et Alex pendant la quotidienne. C'est justement, est-ce qu'on retiendra vraiment cet euro? Quelles sont les attentes qu'on a aujourd'hui avec l'équipe de France? Et clairement, on a plus d'attentes aujourd'hui, notamment au niveau du jeu, parce qu'on a déjà gagné. Mais c'est sûr que cet euro ne restera pas dans les mémoires, même si on le gagne. Bon, en tout cas, jusqu'ici, tu t'es beaucoup intéressé au côté de terrain. Plutôt, tu en parlais un petit peu avec les joueurs brésiliens, mais c'est aussi la faute du football business que Bielsa a critiqué d'ailleurs. Exactement, parce que tout ce que je mentionne depuis tout à l'heure, finalement, c'est lié à ça, c'est lié au foot business. Que ce soit pour les instances, les clubs, les investisseurs et de plus en plus les joueurs, le but est le profit financier. Donc ça, déjà, ça met un sacré coup à la passion. Par exemple, si l'euro est passé à 24 et la Coupe du Monde à 48, je ne pense pas que ce soit par souci de représenter les petites nations. Comme la nouvelle formule de la Ligue des Champions, d'ailleurs, tout est fait pour favoriser les top clubs ou les meilleures nations. Et je ne parle pas de plusieurs autres aspects, hein, que ce soit le fair play financier qui n'est pas respecté et l'absence de sanctions d'ailleurs autour de ces clubs, des contrats qui vont désormais jusqu'à 8 ans, on l'a vu avec Chelsea, des clubs satellites, la répartition déséquilibrée des droits télé ou alors des tarifs lunaires pour aller au stade. Bref, tout un tas de choses qui amplifient les écarts dans le football. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est quand je cherche à comprendre un peu cette logique du foot business. Pourquoi vouloir laisser gagner toujours les mêmes équipes et les plus puissantes, alors que l'intérêt de base du football est le suspense qu'il y a autour? Bon, Zach, là, tu nous as dit beaucoup effectivement d'éléments qui montrent que ça va pas trop dans le foot d'aujourd'hui. Mais toi, qu'est-ce que tu voudrais exactement? Bah, c'est très utopique, hein, mais ce que j'aimerais, c'est que le football sorte de ce côté industriel. J'aimerais juste retrouver un football décomplexé, créatif et sortir de ces matchs qui, en fait, ressemblent de plus en plus à des parties d'échecs. Moi, le premier, j'aimerais arrêter d'être obsédé par le résultat de mes équipes et juste apprécier le jeu en lui-même. Et en fait, il y a une citation de Jorge Valdano qui le résume parfaitement en une phrase, moi, je trouve. Il dit: «Le football, c'est l'émotion de l'incertitude et la possibilité de jouissance». Marcelo Bielsa, il en a aussi parlé ce week-end. Si le football continue de devenir trop prévisible, eh ben, ce qui va se passer, c'est que juste les gens vont finir par arrêter de regarder. Donc on a beau l'appeler El Loco, bah, pourtant le Marcelo, c'est loin d'être le plus fou. Eh oui, on l'aime bien, ce bon vieux Marcelo Bielsa. Merci, Zach, pour cette petite chronique. Je vais me tourner vers toi, Flo. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter par rapport à la chronique de Zach? Je sais que c'est des sujets qui te parlent. Je sais pas, on en a pour 1 heure? C'est ça le problème. Non, en fait, C'est un peu ça le problème, ouais. je suis complètement d'accord avec. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais je rejoins complètement Zach sur le problème de l'industrialisation du foot. Et en fait, paradoxalement, le football qui n'est pas le football le plus financier, celui où il n'y a pas de transfert, où il n'y a pas de formation, où il n'y a pas d'objectif financier, qui est le foot de sélection, est d'une certaine manière presque le plus industrialisé, puisqu'il n'a de compte à rendre à personne. C'est-à-dire qu'on sait dans des clubs, et on a des grands clubs où le jeu n'est pas la chose la plus importante. Par exemple, à la Juve, c'est fino à l'affiné, et ce qui compte, c'est la victoire. Mais que vous soyez au Bayern, au Real, à Liverpool, au Barça, la manière a une importance. Et une équipe qui va remporter des titres sans avoir la manière va être une équipe dont le coach sera en danger parce qu'il n'apporte pas cette manière-là. Le foot de sélection, lui, il n'a pas du tout ces prérogatives-là. Lui, son seul but, c'est tous les 2 ans, une grande compétition, aller au bout. Son but, c'est de faire vibrer les gens, et notamment un public qui ne regarde pas le foot au quotidien comme nous, on le suit en club. Donc, il n'a pas de compte à rendre. Didier Deschamps n'a pas de compte à rendre. Le seul compte à rendre qu'il a, c'est aux Français. Mais les Français, si on va au bout, vibrent. Et pour l'instant, Didier Deschamps, là-dessus, a Après, raison. après tu dis ça, Et Flo. enfin, malheureusement. Et le seul truc sur lequel je veux terminer, c'est qu'on parle beaucoup de l'influence de coachs comme Guardiola, de Bielsa, qui sont les coachs les plus influents de ces dernières décennies. Mais là, on parle du football de club. Je pense que malheureusement, le coach le plus influent des 20 dernières années en sélection, Hmm. c'est Didier Deschamps. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu dis ça, mais quelque part, regarde au Brésil ce qui se passe avec la qualité de jeu de l'équipe nationale, Ronaldinho, tout ce Parce que qu'il a le pu Brésil et faire, l'Argentine, le etc. Brésil et l'Argentine On a sont pu peut-être à avoir mettre à part certains parce qu'ils ont une désamours. culture footballistique, et l'Espagne est sans doute un peu pareil. Dans tous les pays, Bien de toute sûr. façon, dans tous les pays, Ouais, c'est on ça est que le premier, je on voulais rappeler, débat ouais. de la qualité du jeu. Pour autant, les Argentins n'ont pas développé un jeu flamboyant en 2022, et ils sont larges. Et on a vu les scènes de liesse qui étaient folles en Argentine. Ah, bien sûr. Zach, t'as envie de rajouter un petit truc? Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Flo, sur le parallèle entre les sélections et les clubs et je suis d'accord avec toi sur le fait que en sélection, c'est plus dur d'arriver à mettre en place, une philosophie de jeu et moi, ce que je comprends pas, c'est juste pourquoi,
des méthodes comme celle de Deschamps se basent uniquement sur une stratégie défensive et en fait, même si c'est compliqué de mettre en place un jeu, pourquoi tu cherches pas finalement à laisser de la créativité à tes attaquants? Alors que lui, il fait l'inverse, c'est que tu vas censurer tes joueurs de talent et c'est le cas aussi en Angleterre, au Portugal, j'en parlais et moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre parce qu'on dit: «Faire vibrer les gens sur une compétition», mais les gens, au bout d'un moment, si c'est pour voir des blocs bas qui défendent et attendre l'adversaire et finalement se retrouver, bah, je le disais dans la chronique, mais moi, cet Euro, je le perçois vraiment comme des parties d'échecs où chacun ose à peine avancer un pion et «Ah mince, j'en ai trop fait, je m'arrête» et je trouve qu'on va se perdre avec ça sur le long terme et que j'espère que cet Euro, il va un peu, faire rebondir là-dessus. C'est que, OK pour la défense, la structure et d'accord, ça fait gagner, mais bon, au bout d'un moment, si on veut vibrer, il faut aussi un peu de folie, quoi. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord pour comprendre pourquoi Deschamps fait ça, hein. On sait très bien que c'est pour la gagne et pour les résultats. Au déprimant évidemment de certains plaisirs, d'un certain plaisir comme tu l'évoquais. Flo, tu penses pas que du coup, en fait, il y a un truc qui est dur à réaliser, c'est est-ce que les Français sont vraiment mécontents de ça? Si la France va au bout, est-ce que Eh oui, oui, oui. tu penses que demain les Français sont mécontents de cette qualité de jeu-là, ou on se cachera toujours derrière le résultat? Moi, j'ai l'impression quand même que sur cet Euro, contrairement à 2018, contrairement à d'autres compétitions, il y a quand même un petit tournant qui est en train de se faire à ce niveau-là, où en fait, comme on a déjà gagné, maintenant, on veut plus, et peut-être que là, ça va devenir plus compliqué de tenir cette position de on joue pas. C'est ça, on est Bah, dans le luxe aussi, hein. exactement, on est dans le luxe, c'est aussi la construction d'une équipe. On sait comment, en 2012, Didier Deschamps est dans quel état a récupéré l'équipe de France après des années de déshérence. On a eu cette progression en 2016 avec cette victoire à l'arraché contre l'Allemagne qui n'était pas forcément méritée, mais c'est une construction d'équipe. On a cette victoire en 2018 où on sort d'années de déshérence, on a cette victoire, on a ce sacre. Faut pas oublier aussi que même si on a un jeu qui est pas sexy, on a un match complètement fou contre les Argentins, on a une finale avec 4 buts inscrits contre la Croatie. Là, on est quand même sur un Euro, on n'a toujours pas inscrit dans le but dans le jeu. On a 2 contre notre camp, enfin 2 contre son camp en notre faveur. Évidemment qu'on en est à ce point-là, et je suis d'accord avec Zach sur la différence grandissante entre les clubs de sélection, entre le foot de sélection et le foot de club. Pour autant, on n'est pas à l'abri qu'un jour, ça soit un nouveau coach international ou français dans une autre sélection ou en France qui fasse des émules parce qu'il gagnera avec un jeu plus sexy. Del Bosque avait gagné avec un jeu sexy, mais parce qu'il se basait sur l'ossature Real et surtout Barça, qui pratiquait un des plus beaux jeux qu'on ait jamais vu. Moi, en fait, la seule solution que je vois de manière durable sur ce plan-là, c'est une des rares mesures sur lesquelles Wenger s'est proposé en faveur, c'est le réaménagement des périodes de sélection, des périodes internationales, avec moins de fenêtres, mais des fenêtres beaucoup plus longues et qui permettraient de travailler beaucoup plus sur la durée pour les Je sélectionneurs. suis assez d'accord avec toi, c'est des trucs à travailler. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter notre quotidienne d'hier qui, justement, évoquait un de ces aspects. C'est par exemple l'Espagne que tu évoquais, Flo, qui, historiquement, en fait, était une équipe qui jouait pas super bien au foot, hein, qui était une équipe Non, c'était la rugueuse. Furia espagnole avec des Là, bourrins jusque dans les années 90. exactement, exactement. Et du coup, qui finalement, par le biais d'un coach, par le biais d'une formation aussi travaillée dans les clubs, est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on envie quelque part aussi pour certains aspects. Bon les gars, je vous lance juste rapidement. Je pense qu'on a plus beaucoup de temps. Dites-moi les gars, quand même ce match Angleterre-Pays-Bas, vous voyez quoi? On ne sait pas si la France sera en finale. Est-ce qu'on a une petite préférence pour le fait d'affronter les Anglais si jamais il y a une finale? Pour le symbole historique, oui, on a envie d'une finale entre Français et Anglais. On a envie de taper nos chers voisins anglais. Pour la qualité de jeu, je me demande si ça serait pas quand même plus sympa Bah de regarde taper les le Pays-Bas, match de même si poule face aux exactement le Pays-Bas, match hein, excuse-moi. c'était atroce enfin c'était atroce. Non, c'était pas le. Je pense même que c'était le moins pire des matchs des Bleus en termes de qualité de jeu dans les deux côtés, mais ça avait pas donné non plus un grand match. Mais non, non, évidemment pour l'affiche historique, si la France se qualifie en finale, ça fera bizarre pour ceux qui nous écoutent évidemment encore une fois, mais on rêve d'une finale contre les Anglais. Ouais, non, c'est clair que ce serait une belle affiche. Si on revient plus particulièrement au match, c'est qui ton favori, toi, Zach? Alors, je sais pas qui je vois en finale, mais je sais bien qui j'ai envie de voir en tout cas, tu vois? C'est que, bon, moi, l'Angleterre, j'avoue ne plus en pouvoir et j'espère juste les voir sortir à chaque tour. Au vu de ce qui a été proposé et dans le sens de tout ce qu'on a dit avant, j'aimerais bien voir les Pays-Bas aller en finale. Surtout qu'on les voit rarement aller aussi loin. Bah, là, je crois qu'ils avaient pas fait de demi-finale d'un Euro depuis 2004. Donc ce serait bien et finalement, on partirait favori en finale si la France est en finale encore une fois. Mais, mais après oui, c'est sûr qu'un France-Angleterre, ça reste très, très beau. Il y a la rivalité et même si on partira sur un 0-0 tir au but, ça sera encore plus jouissif de les battre,
au tir au but à la fin. Et je pense même que si la France affrontait l'Angleterre, on serait quand même favori parce que quoi qu'il arrive, notre parcours Oui, largement. serait là pour parler pour nous et même notre historique effectivement de gagnants. Bon les gars, merci pour cet épisode, merci pour vos belles chroniques et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'en profite une fois de plus pour vous rappeler que nous serons en live sur notre chaîne Twitch en direct de la Cité Fertile dès 19h30 pour une conférence en compagnie d'Alan Lemoine pour parler de la décarbonation des stades. On sera également là pour vous diffuser le match Angleterre-Pays-Bas dès ce soir sur place. Donc voilà les gars, je vous dis à bientôt et bon match.